bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venu, amis et connaissances. Le thème de la soirée, l'opération Majestic 12, ben Christian, quand j'y avais parlé de ça, il m'avait dit, c'est un gros morceau parce que c'est super complexe. Mais quand on regarde ça de la façon qui c'est fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est même simple. Mais c'est parce qu'alentour de cette histoire-là, il y a eu beaucoup de désinformation de fait. Ça, c'est autour de certains documents qui sont sortis dans les années 80. Puis c'est de la façon aussi que les ufologues ont reçu ces documents-là. Les gens disaient, bon, ben n'importe qui peut avoir envoyé ça. Puis ça ne veut pas dire que les informations qui sont là-dedans sont bonnes. Puis il y a toutes sortes de spécialistes qui sont penchés sur ces documents. C'est assez controversé. Il y en a qui disaient c'est des faux. Il y en a qui disaient c'est absolument authentique. Bref, c'était le fouillis total. Puis ça a duré pendant des décennies. Même encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent « Ah, il n'y a rien de bon là-dedans ». Puis même moi, à un moment donné, j'avais entendu ou lu un document qui disait « Bon, tout ce qui se rapporte à Majestic 12, c'est de la désinformation, il n'y a rien de bon là-dedans ». Puis quand je voyais ça, ben, je m'intéressais pas trop à ça. Je ne voulais pas perdre mon temps, déjà qu'il y a beaucoup d'informations. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je tombe sur un document, puis sans le savoir, justement, c'était un de ces documents-là, mais j'avais passé rapidement par-dessus, j'avais pas vu l'étampe Majestic 12 ou Magic. Puis je l'ai lu, puis j'ai dit, c'est donc bien intéressant, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Puis là, je l'ai tout lu. Puis c'est après ça que j'ai réalisé, ben je dis, waouh, ce qui est là-dedans, en fin de compte, probablement que sont authentiques, ces documents-là. Fait que c'est un petit peu ça qu'on va faire le tour. Mon petit monsieur, on a passé. Ça, petit survol rapide, là, je pense que vous savez tous, c'est un petit réseau que j'avais fait. Un travail de recherche à l'université. Puis ce qui m'avait amené à faire ça, c'était pour trouver un peu qu'est-ce qui faisait que les gens encore aujourd'hui, malgré le nombre d'observations qu'il y a eu, pourquoi les gens étaient pas ouverts à la réalité extraterrestre ou ce qu'on puisse être visité, puis tout ça. Je me suis dit, il doit y avoir, j'ai pressenti qu'il y avait une structure qui empêchait justement les gens d'être ouverts à ça. Puis même ceux qui ont fait des observations, ils n'en parlaient pas. Ça m'a amené à modéliser ce réseau-là. Puis on voit ici Majestic 12, MJ12, qui est sensiblement la même chose, qui fait partie de ce réseau-là. Ça, c'est complexe. Donc, ce qui est en rouge, c'est ce qui est connu du public, puis ce qui est en noir, c'est ce qui est caché. Tout se tient quand on voit et le rouge et le noir, mais quand on fait juste voir ce qui est en rouge, ce que normalement on a en droit de savoir au niveau du public, bien, c'est un peu moins cohérent. Puis, ce qu'on va passer à travers les documents, ça va nous éclairer sur une partie de ce réseau-là, mais pas sur l'ensemble, parce que ça serait pas mal beaucoup, pas mal trop long. Donc, l'opération Majestic 12, en gros, qu'est-ce que c'est? En septembre 1947, environ 2 mois après les événements Roswell, le fameux crash là, qui serait survenu au Nouveau-Mexique dans les alentours du 4 juillet, un groupe d'individus serait rencontré puis aurait pris la décision que toutes les informations relatives à la réalité extraterrestre devraient être cachées du public. Ils ont donc mis sur pied une espèce d'opération afin de cacher tout ce qui se rapporte à cette réalité-là. Puis c'était le nom de l'opération, Opération Majestic 12. Puis ça, c'est les membres du groupe du comité Majestic 12 à l'époque du document qu'on va voir un petit peu plus loin, là, qui a été fait en 1952, sauf celui à l'extrême droite, là,
lui ici, ça c'est le secrétaire à la Défense, James Forrestal. Lui est décédé en 49. Donc, il faisait plus partie du groupe en 52. Le document qu'on va voir est en 52. Il se serait suicidé. Il y a beaucoup de suicides dans ces histoires-là. Puis, il s'est jeté en bas d'un hôpital psychiatrique je pense que c'est du 14e étage, ou je ne sais plus trop. Puis, normalement, justement, quelqu'un qui a des petites tendances suicidaires, ils ne vont pas le mettre au 14e. Ils vont le mettre au niveau du plancher des vaches. Donc, il y a toutes sortes de choses un peu louches dans sa mort, mais ça non plus, on ne va pas aborder ça en détail. Ça, c'est quelques-uns des documents dont on va prendre l'information. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Okay? Il y a beaucoup d'informations. Il y a des documents qui ont une douzaine de pages, d'autres qui ont 8-9 pages, d'autres qui ont 5-6 pages. Puis, dans un paragraphe, vous avez des tonnes d'informations. Ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de ces documents-là, les informations, c'est tout interrelié. Il y a des noms de personnages là-dedans, des hauts gradés avec leur grade, avec leur position. Puis, si c'est quelqu'un qui se serait amusé à forger ça, à inventer ça, il y aurait eu du temps à perdre parce que c'est infiniment trop complexe pour être une invention. Puis on voit que ça concorde avec, c'est l'ensemble, c'est des documents officiels, là, mais il y en a qui n'ont pas été acceptés du point de vue gouvernemental. Ils disaient non, ça, on n'avait pas ça dans nos filières. Donc, l'histoire commence en 84. Producteur de films de Los Angeles, Jamie Chandra, il reçoit un colis de source anonyme. Puis, dans ce colis-là, il y a une bobine de film. Lui, déjà à l'époque, il s'intéressait à l'ufologie. Puis, c'est un peu pour ça que cette source anonyme lui a renvoyé ce fameux colis. Donc, il demande à l'ufologue William Moore de venir de voir le colis. Puis, lui, il a développé la bobine de film. Puis, ils ont découvert un document de 6 pages. Donc, c'est un petit peu plus grand, là. Ça, c'est la page frontispice du dessus, qui est un document, un briefing document adressé au président Eisenhower qui venait d'être élu, mais lui, son mandat va commencer à 53. Mais donc, c'est entre la transition entre le président Truman, Harry Truman, et Eisenhower. Puis, donc, le comité Majestic 12, eux, ils ont cru bon de le mettre au courant de certaines choses pour commencer son poste comme président. Donc ça, c'est page 2, page 3. On va passer à travers certaines informations. C'est juste pour que vous voyez en gros qu'est-ce que ça peut avoir là, ce document-là. J'avais peut-être une question. Oui. Le coupé est marqué un peu partout, Eyes Only. C'est Top Secret Magic Eyes Only. Ça, c'est la classification. Magic, ça veut dire c'est Majority Agency Joint Intelligence Control. Autrement dit, c'est le groupe d'agences majoritaires sur le renseignement. C'est une étampe que, autrement dit, si tu n'as pas cette classification-là, tu n'as pas le droit de le lire. C'est ça. C'est Top Secret Magic Eyes Only. Si tu n'as pas cette accréditation-là, tu n'as pas le droit de le lire de toute façon. Ça, c'est des documents déclassifiés maintenant. Oui. Déclassifiés, accessibles. Bon, ça, c'est la dernière page, sauf qu'on n'a pas les annexes. Mais il y en a d'autres par la suite. D'autres documents qui ont été rendus disponibles, justement, documents somme, je ne me rappelle plus trop du chiffre, là, Special Operation
document. Puis, c'est toute la procédure, quoi faire en cas du crash d'un OVNI. Lui, il était daté de 54. Puis, ça, c'est un autre document intéressant. Dans l'enveloppe, il y avait, dans la bobine qu'il avait développée, il y avait les 6 pages qu'on vient de voir, là. Puis, cette lettre-là, qui est un mémo daté du 24 septembre 1947, adressé au secrétaire Forrestal, celui que j'ai dit qui était décédé tantôt, de la main du président Truman en 1947, qui dit justement, on va commencer l'opération Majestic 12. Donc, c'est un peu le document qui dit, bon, mais c'est à cette date-là que ça a commencé. Le 24 septembre 1947, on commence l'opération Majestic 12. Mais qu'est-ce qui est arrivé un petit peu avant? C'était le fameux crash de Roswell qui a créé une certaine panique dans tout l'appareil militaire, le renseignement, puis tout ça. Mais c'était pas la première fois que des ovnis s'écrasaient en sol américain. Ça datait au moins depuis 1940, 41 puis 42 aussi. Il y aurait eu au moins 2 crashs avant Roswell. Puis déjà à l'époque, ben, c'était pour récupérer la technologie. Puis ça faisait déjà un petit bout qu'ils savaient ce qu'ils pouvaient faire avec ça au niveau technologique. Ils savaient que c'était un trésor, une mine d'or au niveau technologique. Puis ils avaient été capables justement de trouver comment les faire tomber grâce à des radars à ondes pulsées. Puis c'est un peu ça qui s'est produit à Roswell. Moi, ma théorie, c'était que c'était sûrement une opération planifiée parce que il y avait trop de choses en même temps qui faisaient que certaines personnes étaient au courant de ce qui se passait puis qui voulaient justement récupérer un OVNI. Qu'est-ce qui arrivait à ce moment-là? Avant cette date-là, tu avais les 3 corps d'armée. L'armée, il y avait la marine, puis il y avait l'Air Force. L'Air Force n'était pas tellement forte à l'époque parce que c'était un jeune groupe comparé de la marine puis de l'armée de terre. Puis la marine aurait récupéré un OVNI dans l'ouest, dans le Pacifique, en 40 ou en 41. Puis l'armée de terre en aurait récupéré un en 42, au temps de la bataille de Los Angeles. L'Air Force n'en avait pas encore. Puis, chacun sur leur côté, ils ne travaillaient pas ensemble. Chaque corps d'armée était compartimenté. Puis, il y avait chacun leur service de renseignement. Ils s'espionnaient entre eux autres. Puis, ils développaient leur propre technologie. Ils ne voulaient pas partager avec les autres. Puis ce qui est arrivé à Roswell, là, c'était l'Air Force, c'était l'armée de l'air. Puis enfin, ils pouvaient avoir leur fameuse soucoupe récupérée. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le président, lui, a décidé de réunir les 3 éléments sous le ministère de la Défense pour avoir un contrôle sur tout ça en même temps. Donc, en septembre 1947, il y a eu la création du ministère de la Défense avec James Forrestal comme le premier à être secrétaire à la Défense. Il y a eu la création de la CIA en même temps, l'Agence centrale de renseignement. Tout ça a été fait en même temps pour avoir le contrôle sur tout le développement technologique, puis tout le renseignement qui se rapportait au développement, tout ce qui était les petits secrets là, alentour des ovnis là, que les gens ne fallait pas qu'ils soient au courant. Donc en 1985, Bill Moore, qui est un autre ufologue, reçoit une carte postale de la Nouvelle-Zélande indiquant une boîte d'archives à Washington. Lui a découvert ce mémo-là, puis encore une fois, ça fait référence à MJ12 en 1954.
pour faire une petite histoire rapide, MJ, ça vient de deux projets, l'opération Majestic et Jéhovah. Puis MJ, ben, c'est Majestic et Jéhovah. Puis 12, ben, ça restait. Donc en 54, on avait fusionné les deux, qui est encore un projet d'études spéciales. Puis dans le fond, ça c'est juste un mémo pour dire, bon, on change les horaires, là, puis... mais à l'époque, c'était très important ce document-là parce que il y avait seulement que le briefing document qui mentionnait le MJ12, puis la fameuse lettre de Truman à Forrestal. Donc, là, ça faisait un troisième document qui référait à MJ12. Puis encore une fois, bien... puis les ufologues ont attendu jusqu'en 87. Donc, on travaillé pendant 3 ans sur les dossiers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé les informations là-dedans, puis ils ont essayé de trouver des références externes pour voir si c'était... Parce que là, ces documents-là arrivent, mais tu ne sais pas qui t'envoie ça, puis c'est toutes des... À l'époque, c'était des nouvelles informations. Puis ça disait, un groupe, il est mandaté pour prendre le contrôle sur toute l'information se rapportant aux ovnis. Ça fait que c'était très gros comme histoire. Donc, eux, ils ne voulaient pas... ils ne voulaient pas se faire avoir en pensant que c'était peut-être une petite attrape par un petit comique qui les menait en bateau. Donc, ils ont cherché longtemps à savoir si l'information était bonne. Puis en 87, ils ont fait une conférence de presse. Stanton Friedman, Jamie Chandera, puis William Moore, qui ont rendu toutes ces informations publiques, disant, bon, ben, il y avait un comité qui a été formé en 47, blablabla. Toute l'histoire qu'on va voir au fil de la présentation. Mais, il y a un groupe de sceptiques. Les ufologues ont été confrontés, ces 3 ufologues-là, ont été confrontés à plusieurs personnages, certaines autorités, dont Philippe Klass, qui était rédacteur en chef d'un magazine d'aéronautique aux États-Unis, qui était quand même respecté, puis une certaine autorité. Puis lui était un des plus farouches debunkers, si on peut dire ça comme ça, détracteurs. Puis il disait non, il n'y a rien de bon là-dedans, ces informations-là, ces documents-là, c'est pas vrai. Donc, il y avait des gens qui tentaient de discréditer toutes ces choses-là. C'est un petit peu pour voir l'idée qu'effectivement, il y avait une tentative de censure et de désinformation. On aurait bien beau dire que c'est pas vrai, mais en vertu de quoi qui dit ça? Ouais, ben c'est ça. Quand tu regardes les arguments, mais à l'époque, c'est sûr qu'ils travaillaient fort, comme il y avait la fameuse signature. C'est tout sur des petits détails. Là, ils disaient, bon, comme ici, la signature de Truman, on la retrouve identique sur un autre document qui est complètement différent, puis qui parle de d'autres choses qui n'est pas rapport aux ovnis ou au comité MJ12. Il dit, ce document-là était fait de toutes pièces, puis on a rajouté la signature de Truman. Là, il disait, c'est un faux à cause de ça. Mais là, d'autres, quand ils ont commencé à regarder les deux signatures, ben on dit, elle se ressemble, mais pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Mais là, c'est ça, l'idée, dans ceux qui font de la désinformation, l'idée, c'est tout le temps de semer le doute. Puis, ils ont réussi à semer le doute dans la tête des gens, puis semer le doute et la confusion. Donc, ces 3 ufologues-là, eux autres, il y avait plein de bonnes intentions, mais là, tu as des gens qui sont là, puis ils contre-argumentent avec justement des choses douteuses, mais vu, comme justement Christian il disait tantôt, vu que c'est des personnages d'autorité, tu as tendance à vouloir écouter un personnage qui a un poste d'autorité officielle, qu'un ufologue, que lui, bon, ben,
Malgré que ces ufologues-là, comme Stanton Friedman, c'est un physicien avec un doctorat, je veux dire, c'est quand même il y a un petit peu d'éducation derrière ça. Donc, c'est notre petit monsieur, un des détracteurs, justement. Puis là, lui, à son décès, lui, il est mort en 2005. Là, ils ont commencé, d'autres ufologues ont commencé à s'intéresser à son cas, parce qu'il dit, lui, toute sa carrière, il a tout le temps travaillé à enlever de la crédibilité aux ufologues ou aux phénomènes ovnis en général. Puis là, ils ont trouvé cette lettre-là, datée de 1980, adressée au Conseil de recherche nationale du Canada, puis qui dit, là, vous allez avoir un ufologue, parce que lui, il avait appris, comment il avait appris ça, on ne le sait pas, il avait appris que Stanton Friedman, un des 3 ufologues du début, il déménageait au Canada en 1980. Puis il savait que lui, Stanton Friedman, sa force, c'était de sortir de la documentation des archives, des étudier, trouver des corrélations, un peu comme qu'il a fait avec les documents du Majestic 12. Puis là, il dit, vous avez quelqu'un qui s'en vient, il dit, un ufologue, conférencier, puis il dit, là, il va aller faire fouiller dans vos archives. Puis il dit, là, il va sûrement vous accuser de faire partie d'un cover-up cachant des informations. Il dit, vous autres, il dit, vous êtes un organisme sérieux, scientifique. Je veux pas vous mettre de la pression, mais ça va vous faire un petit peu de problème à votre image. Donc, eux autres, ils ont paniqué. Puis là, ils ont dit, bon, ben, tout ce qui se rapporte, parce que à partir des années 60 jusqu'à 1980, tous les rapports d'OVNI s'en allaient au Conseil de recherche, au Canada, là, je parle, s'en allaient au Conseil de recherche canadien. Puis eux autres, bon, ben, vu que c'est un organisme scientifique qui est gouvernemental, ils ont dit, bon, ben là, ils disent, nous autres, on ne veut pas être mouillés dans cette histoire-là, surtout si Stanton Friedman, il s'en vient. Il dit, ben là, il va falloir qu'on fasse de quoi avec ces dossiers-là. OK? A well-known UFO debunker. C'est quand tu es connu internationalement comme un UFO debunker, là. Puis c'est lui qui a trouvé cette lettre-là. C'est quoi qu'ils ont répondu, en fait, l'autre partie du texte? Je l'ai pas lu. Ben, C'est c'est ce qu'ils vont faire, tu vois, c'est ce qu'ils vont faire. C'est lui qui a trouvé cette lettre-là, puis dans la fameuse lettre, ça dit, ben là, il faut qu'on fasse de quoi avec les documents, parce que là, lui, il s'en vient, puis on est averti par Philippe Klass. Puis ça, c'est Richard Dolan. C'est lui qui a trouvé cette lettre-là. Puis lui, il dit ça, il dit c'est une preuve, puis il dit c'est la façon qu'il a fait ça. Il dit ça, c'est une preuve que ce gars-là, il travaillait pour le renseignement. C'est quelqu'un du renseignement, c'est leur modus operandi. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. OK? Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est lui, Stanton Friedman. Quand il est arrivé au Canada, toutes les archives qui étaient au Conseil national de recherche se ramassaient aux Archives nationales d'Ottawa. Ils les ont déménagés, ils les ont enlevés de là, juste parce qu'un ufologue s'en venait. Ils ont fait tout déménager. Donc, c'est un peu, ça c'est petite parenthèse pour montrer comment ça fonctionne dans le milieu de la désinformation. Puis, aussi parce que Philippe Klass, c'était un de ceux qui disait ces documents-là, il n'y a rien de bon là-dedans, c'est des faux, blablabla. Ça, c'en a un autre aussi. Lui, c'est un colonel de l'armée de l'air des États-Unis. Puis, lui, il dit toute cette histoire-là des ovnis, de Roswell, puis tout ça, il n'y a rien de vrai là-dedans. Puis il dit même, c'est devenu mythique, c'en est mystique. Donc, c'est ça, c'est de prendre ça à la légère, puis dire, tous ceux qui s'intéressent à ça, les ovnis, là, c'est des illuminés. En gros, c'est à peu près ça.
Puis lui, juste de trouver une photo là, sur Google, là, quand tu as de la misère à trouver la photo, mettons, de colonel de l'armée de l'air, qui est quand même un grade assez élevé, juste ça, ça me donne, ça c'est des petits indices. Donc, cette photo-là, je l'ai trouvée sur une vidéo que j'ai snappée. Souvent, mais les gens du renseignement, tu ne vas pas trouver d'images d'eux sur Google. Tu ne vas pas trouver le BIOS, là. Tu ne vas pas trouver des renseignements sur ces personnes-là. Je sais qu'il est de l'armée de l'air, mais je ne sais pas s'il y a du renseignement. Je ne sais pas si c'est un pilote, je ne sais pas rien. Tu sais. Mais je sais que lui, il travaille fort pour s'amancher que les documents pour dire justement, regardez ce qu'il en dit, le fameux document, le briefing de document. Pas juste le briefing document, mais l'ensemble des documents du Majestic 12. Il dit, ces documents ne prouvent vraiment rien. Presque tous ceux qui les ont vus disent que c'est de la merde. Excusez le langage, mais... c'est ça qui est décrit. Ouais, en anglais, il disait « it's garbage », mais poubelle, je trouvais que ça traduisait pas bien, là. Donc, mais ça, c'est pour donner une petite idée, là. Au lieu d'être des petits singes, c'est des militaires qui disent « on voit rien, on n'entend rien, puis on sait rien ». Ça, c'est la partie intéressante. Ça, c'est Robert Wood, Ryan Wood. Lui, c'est il a un doctorat en, je m'en rappelle jamais, c'est en aéronautique. Puis son fils, un bac en sciences, là, dont je ne me rappelle plus. Mais ils sont spécialisés dans l'authentification des documents. Puis eux, ce qu'ils ont fait, ils ont tout ramassé, les documents qui se rapportent à Majestic 12. Puis on dit, on va faire une méthodologie pour voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Le document comme tel, le papier, la façon que c'est écrit, les noms qui sont là-dedans, ils ont passé tout ça en revue. Les dates aussi du papier et toute la notation. Tout. Ils ont tout passé à travers de ça. Puis le fameux briefing document, puis là, il lui donne un pourcentage d'authenticité. Dans le milieu, c'est environ 50%. Puis eux, sur leur site, les documents qui se retrouvent là, c'est le minimum, ça va être ici. En bas de 50%, ils ne vont même pas le mettre sur leur site. Okay? Donc, tous les documents, puis ils sont très sévères dans leur classification. Ils sont très, très sévères, comme il y en a qui classifient ici. Puis, moi, même, tu sais, j'ai trouvé d'autres documents qui confirment les informations qu'il y a là-dedans. Puis, je trouve qu'ils sont très, très sévères. Puis, le fameux briefing document, ça ici, c'est entre 80 et 100% d'authenticité, là. Donc, c'est sûr, presque à 100%, que ce document-là, c'est un vrai. Puis, on ne va pas lire tout ça, là, mais en gros, c'est ça. Puis, ils disent que Stanton Friedman, encore une fois, c'est lui l'expert dans ce document-là pour avoir passé plusieurs heures, mais eux autres aussi, ils ont passé à travers le document. Donc, c'est ça. 80 à 100%. Ça veut dire, c'est que virtuellement, à travers tous les façons d'enquêter, nous a amené que les tests puis tout ça nous a dit que ça nous a démontré que c'était bien authentique. Donc c'est ça, le test du papier, l'encre, le contenu, la façon que c'est écrit, la période, la typographie, les fonds, le format, le langage, tout ça c'est des informations, les anachronismes. Tout ça, c'est tout un ensemble d'informations qui dit, oui, c'est authentique ou ça ne l'est pas. Donc, ça nous amène au contenu de ce fameux document-là. Ça, c'est, la page 2, en gros. On voit ici... Briefing officer, on a la date.
Admiral Roscoe Hillenkoetter, MJ1. Lui, MJ1, c'est le directeur de la centrale de renseignement, comme la CIA, si on veut. À l'époque, c'était... Oui, en 52, c'était rendu la CIA, c'était en 47, ça a commencé. Avant ça, c'était le CIG. Mais ça a toujours été le directeur de la centrale de renseignement. C'est lui qui est MJ1. Puis, on s'est adressé au président Eisenhower, qui, en passant, durant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, était rendu un général 5 étoiles. Donc, c'est un militaire qui connaissait déjà pas mal de secrets. Puis, par un heureux hasard, il a été élu président. Tout de suite après Truman, en 1953, il a commencé à... Puis ça, c'est à la fin de son mandat, en 61. Lui, il a été président jusqu'en 61. Après ça, c'est John F. Kennedy. Puis à la fin de son mandat, dans son discours d'adieu, il met en garde les gens contre un groupe qu'il va appeler le complexe militaro-industriel. Puis il dit, il faut faire attention parce qu'il y a des chances que ces gens-là, qui après la guerre ont fait beaucoup d'argent, sont placés dans des positions de pouvoir, qui veulent prendre un contrôle qui va faire en sorte que nos institutions vont devenir moins démocratiques, puis on va perdre nos libertés. Nous ne devrions rien entériner d'office. Donc, lui, malgré le fait que c'était un ancien militaire, il était quand même pour une démocratie, pour une certaine liberté. Puis il avertit justement sûrement son successeur à dire fais attention à ça, là. Tout ce qui est industriel militaire, ils ont peut-être une certaine envie de vouloir prendre le contrôle. OK. Pour revenir au fameux document, ce que ça dit, c'est que c'était mis sur pied en 1947, on l'a vu tantôt, par le président Truman. Puis ça ici, c'est les 12 personnes du document qui est daté de 1952. Mais il y a 12 personnes, chacune de ces personnes-là représente un groupe qu'on va voir tantôt. Ce n'est pas des personnes isolées. Eux autres, ils représentent vraiment beaucoup de gens. Donc, il a été formé après le fameux crash de Roswell. Puis, dans le fameux document, il parle justement que le 7 juillet 1947, une opération de récupération secrète a été faite dans le but de récupérer l'objet pour une étude scientifique. Donc, on ne s'en cache pas. Puis, qu'est-ce qui est... Puis, plus qu'on travaille dans ces documents-là, plus qu'on comprend pourquoi, justement, que le renseignement fait en sorte d'empêcher les gens de prendre ça au sérieux. Parce que toute l'histoire est là-dedans. Tout est écrit. Ça se lit comme un roman. Puis, en plus de ça, bien, tous les documents se complètent un et l'autre. Puis sur l'ensemble des documents que je vais avoir passé à travers jusqu'à date, je pense que je pourrais même pas dire s'il y en aurait 5% que les informations ne sont pas vraies ou que ça a été faussé. Ou les informations, ça se tient tout ensemble. Puis dans le document, justement, ça l'explique qu'il y a eu une vaste campagne de désinformation suite à l'événement. Donc, le document il dit, ben oui, il y a eu le crash, on a récupéré l'OVNI pour une étude scientifique, puis on s'est arrangé pour faire croire au monde qu'en fin de compte, c'était un ballon météo. Les militaires, les civils, puis les témoins militaires dans le secteur ont été briefés. Puis les reporters des médias, on leur a donné la fameuse histoire là, que l'objet était une mauvaise information d'un ballon météo. Puis ça, c'est
le journal de l'époque, là, en 47, en juillet 47, comme quoi le général Ramey, il dit non, 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 en fin de compte, il n'y a pas eu de secoupe, il n'y a pas eu de crash. Ce que vous avez vu, c'est juste un ballon météo. Général Ramey, on va le voir, là on est en 47, puis on va le voir tantôt en 52 encore intervenir. Donc, ça nous amène à cette fameuse charte d'identification de l'armée de l'air qui dit que ça, c'est un ballon météo, ballon météo, ballon météo. Je la trouve drôle. Puis, ben ça, c'est des gaz des marais. Donc, après 84, là, sur une période d'au moins 12 ans, d'autres documents sont arrivés de différentes façons qui vont attester des informations qui sont dans le briefing de documents. Bon, là, j'en ai mis quelques-uns pour... comme vous pouvez voir, des fois, t'as beau avoir le document qui était déclassifié, mais il y a des informations qui manquent, là. Qu'est-ce qui arrive, c'est ça, c'est que d'un point de vue légal, faire des faux documents, c'est très grave. OK? Puis quand vous faites partie de l'armée, dire des choses qui sont classifiées, c'est très grave aussi. C'est de la prison, puis c'est des milliers de dollars d'amende. Je pense que c'est en 1950, le premier règlement interne de l'Air Force. C'était quelque chose comme 10 000 piastres d'amende en 1950 si tu parlais d'OVNI ou de ces choses-là en public. Donc, en public, c'est normal que les gens de l'armée ne vont pas parler des choses sensibles parce qu'ils sont soumis à des amendes ou à la prison. Puis souvent, même si tu ne comprends pas, ça peut être plus que ça. Ils n'ont pas vraiment de limite pour vouloir garder leur secret. Donc ça, c'est en 61 quand John F. Kennedy va devenir président. Lui, il commence comme ça. Il dit « Le seul mot secret est répugnant dans une société libre et ouverte, et nous, en tant que peuple, sommes fondamentalement et historiquement opposés aux sociétés secrètes, aux pactes secrets ou aux arrangements secrets. » Donc, on a Eisenhower qui dit « Faites attention au complexe militaro-industriel, ils veulent prendre le contrôle. » Puis on a Kennedy qui, en début de mandat, il dit « Nous, on est contre ça, le petit magouillage à l'interne. Là. Nous autres, on veut de la clarté, on veut de la démocratie. » Ça commence comme ça, son mandat. Ça, c'est un document de l'unité des phénomènes interplanétaires. L'unité des phénomènes interplanétaires, ça avait été fondé en 1942 par le général Marshall, justement après la bataille de Los Angeles. Lui, comme général de l'armée, il avait l'autorité de dire, ben moi, je veux en savoir un peu plus ce qui se passe par rapport à cette histoire-là, en plus d'avoir tiré de l'artillerie là-dessus, récupéré un objet. S'il se passe quelque chose, ça ne vient pas d'ici. Il avait fondé l'unité des phénomènes interplanétaires, puis en gros, ce que c'était comme une unité de renseignement qui collectait l'information sur tout ce qui se rapportait aux OVNI, puis en plus, il se donnait l'autorité d'enquêter sur les autres corps d'armée. Donc, c'est l'armée de terre, le renseignement de l'armée de terre, que là, ils vont enquêter sur le crash de Roswell. Eux autres, ils sont rendus à Roswell, sur les lieux du crash, puis ils ont été voir tout ce qui se passait. Puis là, ils se sont aperçus, puis là, non seulement dans ces documents-là, identifient toutes les personnes qui étaient présentes là, tout ce qui s'est fait, toute l'information, eux autres, c'est ça le renseignement, c'est de récupérer le plus d'informations possible. Puis en plus, ils ont su que John F. Kennedy, là on est en 47, Kennedy a été élu président en 61, donc en 47,
était seulement un représentant élu du Congrès. Il n'était pas encore très, très élevé là, au niveau de la politique. Puis on dit, ben lui, il est au courant de toute cette histoire-là de Roswell. Puis, ben Roswell, c'est pas juste un crash, c'est au moins 2 crashs. Donc, LZ2, c'est Landing Zone 2 ou le site d'écrasement 2, l'endroit où il aurait récupéré des corps en même temps. Puis il dit, bon, ben, il n'y en a pas un là-dedans qui a survécu, blablabla. Mais ça, ce petit document-là, c'est juste pour dire que, bon, Kennedy est au courant, John F. Kennedy est au courant du crash de Roswell. Puis, ben, tantôt, le secrétaire de la Défense, James Forrestal, lui aussi, lui, il faut qu'il soit mis au courant. C'est ça qu'il dit, on va le mettre au courant, mais de certains des détails, de certains des aspects de la découverte. Donc, on ne dira pas tout. Ça ici, c'est John Kennedy avec Marilyn Monroe. Bon, même ça, pour certains, c'est évident que John Kennedy avait une aventure avec Marilyn Monroe. Puis ici, ça, c'est un document du 3 août 62 de la CIA à propos de Marilyn Monroe. Puis, qu'est-ce que c'est? C'est une retranscription téléphonique. Marilyn Monroe, elle a appelé une journaliste pour dire certaines choses, puis elle était sous-écoute par la CIA. Puis, en gros, ce que ça dit, ben, c'est pas tout ce que ça dit, mais c'est juste la partie qui nous intéresse, là. Puis Dorothy Kilgallen, c'est une journaliste qui s'intéressait à tout ce qui avait rapport aux ovnis. Puis déjà, elle est au courant un peu de l'histoire de Roswell. Elle en savait déjà un peu. Puis ça, c'est traduit, là, une reproduction textuelle. Un de ses secrets, parce que là, elle disait qu'elle avait plusieurs secrets à dire. Un de ses secrets concernait la visite du président d'une base aérienne secrète dans le but d'inspecter des choses qui ne sont pas de cette planète. Puis Kilgallen a répondu qu'elle savait de quoi pouvait s'agir cette visite. Dans les années 50, Kilgallen avait appris d'un officiel du gouvernement britannique que le gouvernement américain-britannique avait tenté en secret d'identifier l'origine d'un vaisseau spatial crashé et des corps qu'il contenait. Kilgallen croyait que cette histoire provenait d'un crash au Nouveau-Mexique s'étant produit à la fin des années 40. Donc, le fameux crash de Roswell, encore une fois. Mais le problème, c'est ça, c'est que Marilyn Monroe, le sujet, c'est parce que au niveau du renseignement, là, dans les retranscriptions, le sujet, c'est la personne de laquelle on parle, puis le sujet ici, c'était Marilyn Monroe, menacée de tenir une conférence de presse et de tout révéler. Mais ça, c'est le 3 août 1962, ce document-là. Puis elle est morte le 5 août 1962, 2 jours après. Donc, je crois pas qu'elle se soit suicidée finalement. Là, c'est un peu trop de hasard, là, de circonstances. Mais on peut quand même garder le doute si vous voulez. En juin 1999, un autre ufologue, Timothy Cooper, reçoit des documents originaux de sources anonymes. Puis là, c'est des originaux. C'est pas des bobines de film, c'est pas des photocopies, c'est des originaux. Avec une lettre explicative qui disait en gros que ces documents-là pouvaient relier le MJ-12 à l'assassinat du président Kennedy. Pour ceux qui sont intéressés à ça, l'assassinat du président Kennedy, ben c'est pas clair. Là. Même plusieurs films, même la commission Warren, on dirait là, que toujours de quoi là, de louche, toujours des choses là, de pas expliquer. Mais quand que tu prends ces documents-là, puis tu regardes ça à la lumière là, de l'assassinat de Kennedy, ben ça fait un peu plus de sens. Donc ça, c'est 2 de ces fameux documents-là qui, lui, la source, lui, disait, moi, je travaille dans le renseignement, puis bon, mais j'avais accès à des documents, puis ça, c'est en 63, après l'assassinat de Kennedy, ils ont décidé
de brûler des documents, de s'en débarrasser. Puis, lui, vu qu'il savait un peu ce qui se passait, il a décidé d'y retirer du feu. Puis, ça, c'est l'authentification, encore une fois. Puis là, c'est entre 80 et 100%. Ils ont plusieurs indications là, dans les fameux documents. Surtout quand c'est des originaux, c'est encore plus facile à savoir, là, garder l'authentification. Puis, encore une fois, là, c'est le comité Majestic 12. La CIA. Puis, c'est MJ1 qui envoie des informations. Donc, là, je ne les ai pas tout mis, j'en ai mis juste 2. Là. Il y a plusieurs informations. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est écrit là. Petite traduction. Comme vous le savez, Lancer, c'était, pour eux autres, c'était le nom de code du président Kennedy. Ils ont demandé à connaître nos activités, ce que nous ne pouvons accepter. S'il vous plaît, soumettez vos suggestions avant le mois d'octobre. Puis là, on est en 63. Votre action à ce sujet est critique pour la survie de ce groupe. Bon, le groupe, c'est le MJ12. Donc, lui, Kennedy, il avait été briefé par le MJ12. Il savait que ça existait. Mais lui, il n'était pas pour ça, là, les petites magouilles, les petits secrets. Puis, c'est un peu ça qui les chicotait, la CIA puis le MJ12. Donc, 10 jours avant son assassinat, Kennedy a envoyé un mémo au directeur de la CIA. Mais comme on le sait, le directeur de la CIA, souvent, c'est MJ1. C'est en même temps la tête du groupe MJ12. Ça, je ne sais pas si lui le savait à l'époque. Mais en tout cas, puis il demande au directeur de la CIA une révision de toute la classification de la documentation OVNI en vue de la mise sur pied d'un programme spatial d'envergure avec la Russie. Puis puis en gros, c'est ça, la traduction. Instruit, ok, ça c'est de la CIA. Il explique qu'il veut faire un programme de développement conjoint avec la Russie parce qu'il y avait eu l'histoire des missiles de Cuba. Puis ça avait créé des tensions. Puis c'est comme que je disais tantôt, quand j'ai répondu à ta question sur le nucléaire et les ovnis, des deux côtés, ça faisait des tensions inutiles. Puis là, il dit, on va faire un ménage dans toute cette histoire-là des ovnis, savoir justement démêler ces informations-là pour savoir est-ce qu'il y en a qui sont dangereux, est-ce qu'il y en a qui sont amis, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent. Lui, il voulait savoir vraiment ce qui se passait. Puis, en même temps, c'est parce que là, dans les années 60, il y avait encore beaucoup d'observations. Il y avait des vagues encore d'ovnis. Puis, lui, il avait peur que, quand il voyait ça sur un radar arriver, que de part et d'autre, qu'un ovni puisse être pris pour une attaque nucléaire. Puis des deux côtés, c'était ça qui était le danger. C'est un ovni qui arrive ou c'est un missile nucléaire, on est en train de se faire attaquer ou on est juste visité. Donc, en gros, c'est un peu ça. Puis il y a un autre document que je n'ai pas mis là, que c'est une retranscription de la NSA sur la même journée. Il y a 3 documents du 12 novembre 1963. Une, c'est la CIA. Il y en a un autre, c'est avec la NASA qui contacte la NASA et disent, bon, ben là, on va faire un programme conjoint avec la Russie. Lui, il voulait avoir la paix mondiale. Il voulait avoir la paix mondiale, puis il voulait ouvrir les portes de l'espace. Il voulait qu'on devienne une civilisation, là, justement, ouverte à d'autres formes de vie. Puis il avait une vision assez large là, de l'avenir. Puis le document de la NSA, c'était sur une communication téléphonique qu'il avait eue avec le président de la Russie de l'époque, lui expliquant que justement, est-ce que tu peux, sur ton côté aussi,
arrangé pour faire le ménage dans tout ce qui est cette histoire-là des ovnis, sortir toute la documentation, puis qu'on travaille ensemble, autrement dit, parce que c'était les deux puissances mondiales, puis c'était les deux nations qui avaient la possibilité de faire des voyages dans l'espace. Les Russes avaient envoyé des satellites, Sputnik et tout. OK. En 99, ben, le document de tantôt. Non, on va y aller avec lui. La source S1, je ne sais pas si on le voit ici ou c'est dans le bas du document, envoyé un mémo important de 7 pages. C'est ça, tantôt, là, c'était. Le même informateur renvoie d'autres documents. Puis il dit encore une fois l'application du MJ12 dans les affaires du gouvernement depuis 1947. Pas juste l'assassinat de Kennedy, mais il fait comme un résumé en 7 pages là, depuis 1947 jusque dans les années 80, je pense, sur l'implication du MJ12 dans les affaires du gouvernement, puis comme quoi qui était très, très impliqué. Puis dans ce document-là, ce qui est intéressant, il dit en 1969, le président Nixon a été briefé par le MJ12. Donc, Truman, c'est lui qui a créé le fameux comité qui a mis sur pied l'opération. Après ça, il y a Eisenhower, qui est ton président, a été briefé par le MJ12. Après ça, Kennedy, quand il est devenu président, a été briefé par le MJ12. Là, on a Nixon. Donc, ça dit, ben, il y a eu Johnson aussi qui a été briefé par le MJ12, mais ça, on ne va pas rentrer dans cette histoire-là. De tous les aspects se rapportant aux activités OVNI, problème EB, c'est entité biologique extraterrestre. Dans le fond, c'est des extraterrestres comme tels. Bon, depuis 1947, de peur d'une fuite possible de la part du Conseil de sécurité nationale et de son conseiller à la sécurité nationale, Kissinger, Nixon approuva un ordre exécutif spécial classifié qui exigeait de la communauté du renseignement américain la purge des références à MJ12 dans les dossiers OVNI et la destruction des documents qui pourraient le relier à l'assassinat de Kennedy par le MJ12. Le Watergate, ça vous dit quelque chose? Mais le Watergate, c'est ça. Encore une fois, le Watergate, quand Nixon a dû démissionner par ça, la fameuse histoire du Watergate, quand on regarde l'histoire officielle du Watergate, on ne voit pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Il y a toutes sortes d'histoires alentour de ça, puis on ne comprend pas trop. Mais quand on regarde ça avec cette nouvelle lumière-là, ben, ça fait un peu plus de sens. Pourquoi il a voulu détruire des documents? Pourquoi il a voulu sortir toutes sortes de documents? Ben, c'était un peu ça. C'était pour faire le ménage, parce que ça faisait pas longtemps que Kennedy avait été assassiné. Puis, il fallait... Tout ce qui se rapporte à MJ12, il fallait faire disparaître ça. C'est pour ça... Puis ça, c'est en 69, OK? Donc, en 84, quand les premiers documents Majestic 12 et MJ12 ont sorti, le comité Majestic 12, pour eux, il n'y avait plus de documents, il avait été tout détruit, mais il en restait encore. Donc, c'était une mauvaise surprise pour eux. Puis, c'est ce qui a fait justement qu'il y a eu des gens du renseignement qui ont encore une fois essayé de discréditer tout ça. Pourquoi? Parce que quand que tu regardes ces documents-là, toute l'histoire est là, puis là, tu comprends plus. Mais c'est parce que ça l'incrimine des gens. Puis quand en 84, les premiers documents sont sortis, c'est quelques mois après que dans la liste des 12 personnes, le dernier survivant de ce groupe des 12-là est décédé. Tout de suite après ça, le document a été envoyé. C'est là que Chandra a reçu la fameuse enveloppe. Donc, on a attendu que les 12 personnes
du groupe du comité Majestic 12 soit décédé avant de rendre ce document-là accessible. Mais le problème avec ce comité-là, c'est que ça change avec le temps. C'est jamais les mêmes personnes. Puis même le nom va changer aussi. Donc, si vous voulez, on fait ça un petit break. Martin, Ah oui. petit break.